On m'a laissé toute la latitude de faire l'architecture du guide. Donc, j'ai conçu le guide avec des étudiants, tout simplement, en faisant une première rencontre avec eux pour leur demander si vous avez besoin d'un guide aujourd'hui qui vous parle d'opportunités, comment vous l'aborderiez? Je suis Tamba Benoît Kamano, j'ai 42 ans, je suis père de famille de 4 enfants, je suis juriste de formation. Je suis issu d'une grande famille, une très grande famille. Elle était très heureuse parce que mes frères et mes sœurs sont mes potes, jusqu'à aujourd'hui encore. On a partagé beaucoup de moments, beaucoup de fous rires, beaucoup de galères en même temps, mais comme on est ensemble, ben, ça passe mieux. Ça s'est fait au gré des mutations de notre papa, qui était muté de gauche à droite en tant que gouverneur à l'époque. Ça m'a permis de connaître le Fouta, l'Abbé, de connaître un peu la Haute-Guinée, Farana, la Basse-Côte qu'on a créée, où j'ai fait mon école primaire, le collège et le lycée. Et j'ai commencé juste la maternelle en fait dans ma ville d'origine, Guékédou. Grâce à ça, ça m'a permis de parler le soussou, le poulard, le malinké, ma langue maternelle, le kissi. Donc mon adolescence entre Bessia et Yimbaya, toujours études dans les établissements publics qui étaient à l'époque de bonne qualité. Après le collège, je suis reparti en forêt, passer le bac. Après le bac, je suis revenu à Kindia, à l'internat, pour faire ma première année de droit. Et après, je suis allé en France directement pour continuer ma fac de droit, où j'ai pu faire mon master 2 et un MBA en fiscalité. Le choix du droit parce que j'ai un grand frère qui est avocat et depuis l'époque déjà il parlait que de ça. Et quand moi j'étais au lycée, lui il était déjà à la fac de droit. Quand moi je suis rentré à la fac, lui il était devenu avocat. Je l'ai suivi. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli dans un milieu étudiant. Mon tuteur, qui est actuellement en Guinée d'ailleurs, était étudiant. Il faisait la fac de Dauphine. Donc j'ai été tout de suite baigné dans le mode de vie étudiant où on rentre, on doit cuisiner soi-même, ce qu'on ne faisait pas forcément ici. Et puis il faut travailler. Donc je coupe les ponts avec l'aide financière qui vient du pays parce que je sais que c'est compliqué. Donc je trouve mon premier boulot pour faire des enquêtes Ipsos dans la rue ou au téléphone. Très compliqué. Donc après les enquêtes, j'ai fait Monoprix, mise en rayon, logistique, vente de fruits et légumes pendant quasiment toute ma scolarité à l'université. Vers la fin de mon dernier cycle, j'ai travaillé à la FNAC. Mais en fait, depuis ma première année de fac à Paris, j'ai toujours fait un stage dans un cabinet d'avocats. Donc je cumulais la fac, le stage et le travail au Monoprix. Mon directeur au Monoprix m'a dit un jour « Comment vous faites pour arriver en costard et remettre une blouse pour vendre des fruits et légumes ?» Je dis « On n'a pas le don d'ubiquité, mais on peut quand même faire plusieurs choses ici. » Donc voilà, moi j'ai pu, grâce à l'aide, au soutien de mon cousin qui faisait la même chose, conjuguer les études et le travail à côté. C'est la débrouillardise, la rigueur et l'ouverture d'esprit. C'est d'abord se réveiller tôt, à 5 h du matin, quand tu dois partir du 93 pour aller dans le 92 à Colombes, il faut se lever tôt, il ne faut pas rater son train, sinon les minutes sont comptées et c'est déduit de salaire. Ça m'a vraiment permis de connaître la culture française parce que j'étais au contact de la clientèle. Ça m'a permis de connaître la nourriture, les fruits et légumes, la saisonnalité des aliments et de pouvoir en parler facilement. Ma première expérience professionnelle que je considère comme telle, c'était après mon MBA à l'ISG. J'ai commencé chez AXA en tant que conseiller patrimonial au service qui était dédié au conseil en gestion de patrimoine. Donc j'ai fait mon stage de validation, puis j'ai fait un CDD et ensuite je me suis dit que je ne pouvais pas rester AXA. C'était un peu restrictif pour moi, donc je me suis mis à chercher en même temps. Et j'ai eu la chance que Allianz m'a recruté. Pareil, c'est un grand groupe, Allianz, mais j'étais un peu cantonné dans un rôle que j'aimais pas trop, c'était la lutte anti-blanchiment. Donc j'étais avec des portefeuilles de 2-3 millions, il fallait chercher l'origine des fonds. Bref, je ne suis pas resté longtemps. Je suis parti à Swiss Life où j'ai fait du coup 7-8 ans avant mon départ pour la Guinée. Quand je suis arrivé à Paris, dans ma fac, moi j'ai eu l'aide de mes cousins qui m'ont dit voici comment on fait les démarches, aller à la préfecture, la liste des documents, le récépissé, le titre de séjour, ainsi de suite, comment se déplacer, parce que c'est pas évident. Donc j'ai eu cette chance et j'ai observé dans ma fac que beaucoup d'étudiants qui arrivaient n'avaient pas cette chance. Ils étaient paumés, ils se cherchaient avec des papiers dans la main. Donc j'ai créé une association que j'ai appelée Yagin Fodé, tout simplement parce que c'est une histoire que j'ai connue, que vous connaissez tous sans doute. Cette association avait juste pour vocation d'accueillir et d'orienter les étudiants de ma fac uniquement. Leur dire comment s'inscrire, comment aller à la préfecture et comment chercher son logement au Crous et comment trouver son premier boulot.
Il y a l'appel du pays qui est venu se mettre sur le plafond de verre. À un moment donné où on se dit, j'avais un objectif, c'était venir en France, étudier et repartir. Qu'est-ce que j'en ai fait? 10 ans, 13 ans, 14 ans après. Donc au bout de ma 14e année, j'ai commencé à cogiter, à me dire, t'es passé à côté de ce que tu avais dit. Tu dis, je fais un Master 2, je repars. Et là, ça fait 14 ans. Donc, ça m'a pris 3 ans pour me décider. Entre-temps, j'ai eu des opportunités ici, mais je me suis défilé. Je pense que je n'étais pas prêt. Je trouvais toujours un prétexte pour dire, ah, c'est pas assez bien payé, ce qui est complètement aberrant. Donc, voilà, au bout de 3 ans, chemin faisant, et encouragé par mon père, qui a juste fait cette petite phrase en disant, tu fais quoi encore là-bas? Je me suis dit, ah, ok, là, il a tout dit. Donc, j'ai tout simplement démissionné de Swiss Life et je suis rentré en Guinée. Douloureuse. Douloureuse parce que ça a été un échec. Non pas que j'ai pas mis les ingrédients de mon côté, mais ça n'a pas marché avec l'entreprise qui m'avait recruté. Donc comme j'étais dans la démarche de rentrer, je participais à beaucoup d'activités qui mettaient en valeur la Guinée. Donc pour la petite histoire, l'association Yaguine Fodé est devenue Sili pour faire la promotion des investissements et de la main-d'œuvre guinéenne. Parce que j'étais passé à la phase étudiant, à la phase salarié. Je me suis dit, comment faire pour que la main-d'œuvre guinéenne existante en France puisse retourner en Guinée, apporter ce savoir-faire. Donc j'ai modifié les statuts et le nom. Grâce à cette association, j'ai pu participer au premier forum économique que la Guinée a organisé en Belgique avec Africa Plus, la PIP et l'ambassade de Belgique. Donc c'est là qu'un chef d'entreprise m'a repéré. J'ai démissionné, je suis rentré. Sauf qu'en rentrant, la réalité économique du pays, les difficultés de l'entreprise et beaucoup d'autres facteurs ont fait que ça n'a pas marché. J'ai déchanté, je suis reparti en France. En fait, je me suis dit, non, j'ai échoué dans mon pays. Comment je vais réussir dans le pays qui n'est pas le mien? Donc, c'est pas possible. Je suis resté 1 mois. J'ai pris un billet d'avion multidestination. J'ai fait New York. Je suis allé au Canada, je suis allé en Angleterre, je suis allé au Mali, je suis revenu en Guinée, je suis reparti en France. Et dans tout ça, je recevais des chasseurs de tête qui m'envoyaient des mails. Donc j'ai accepté de travailler pour le Crédit Agricole pour faire le même job, un conseiller en gestion de patrimoine. En fait, c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai trouvé ce job, j'étais content, j'étais bien payé, c'était à Neuilly, j'étais pas loin de chez moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour rester là-bas. Donc j'ai tout simplement déposé ma démission et j'ai dit à mon directeur que j'avais créé mon entreprise en Guinée, qu'il fallait que je rentre. C'est particulier parce que comme j'étais dans la gestion de patrimoine, on ne rencontre que des gens fortunés. On est dans un milieu un peu sélect qui faisait qu'on avait nos bureaux à Place Vendôme ou à Levallois. Et du coup, on baigne dans un milieu un peu superficiel où on côtoie des riches, où on gère des fortunes. On prend plus le métro, on prend un Uber pour aller à côté. Quand on se déplace pour les missions, on loge dans des grands hôtels. Donc en fait, je me suis dit, non, c'est pas moi. Ça, c'est la fortune des autres que je suis en train de gérer. Moi, à la limite, à la fin de l'année, j'ai un intéressement et une participation. C'est tout. Le vrai déclic était mon père, mais j'étais déjà en train de me dire non, je ne suis pas fait pour ça. Et quand je revenais ici, je me sentais en décalage. BK Consulting, tout simplement parce que j'ai toujours mûri l'idée de travailler pour moi-même. Donc j'ai créé une première entreprise en France qui faisait du conditionnement de jus de gingembre en canette, mais gazéifié. Ça n'a pas beaucoup marché parce que j'avais besoin de fonds et je ne trouvais pas les fonds nécessaires. J'ai dit, je vais créer ma structure. Je travaillais pour ça et puis j'aurais pas besoin de quelqu'un qui va me décevoir. J'ai créé ma petite société de conseil, BK Consulting, dans le domaine juridique pour accompagner les entreprises. Alors, la première fois que j'ai eu à travailler dans le domaine d'entreprise pour la Guinée et pour d'autres pays, c'était avec Sili, l'association. On a organisé la première mission économique de la Belgique ici, c'était en 2016, qui avait pour vocation de faire des B2B entre les entreprises belges et guinéennes. Donc la deuxième fois, je l'ai organisé avec BK Consulting et du coup, j'ai pu mettre en relation une 60aine d'entreprises guinéennes et une 40aine d'entreprises belges. Grâce à cette mission et ces rencontres, la Guinée a bénéficié de l'accord de coopération d'une enveloppe globale avoisinant dans les 40 millions d'euros pour financer la culture, l'entrepreneuriat urbain et féminin. La mise en place n'a pas encore commencé parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué, Covid, les événements sociaux et tout ça. Alors,
Alors ça, c'est un événement institutionnel organisé par le ministère des Télécoms et l'APIP, donc, qui co-préside la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. J'ai participé à 3 éditions, 2017, 18 et 19, en tant que salarié de l'ARPT et j'étais en charge de la partie compétition entre les entreprises. 2017 a connu des lauréats qui étaient dans le traitement de déchets, dans la sécurité informatique. 2018, c'était un peu la même chose. Et 2019, un qui a gagné dans la culture avec un dessin animé qui parle de la Guinée, une jeune dame qui a créé le téléphone Kumfabo et une autre qui a créé une application liée à la santé, l'Abitani. Les lauréats bénéficient de packages d'accompagnement. Ceux qui n'ont pas été lauréats, parfois, ils nous sollicitent. Ils me sollicitent comme ils savent que je suis juriste pour les accompagner dans la rédaction de leur statut ou même la formalisation de leur entreprise. La Semaine nationale du numérique, ça a vraiment été un tremplin aussi pour me permettre de connaître ce vivier de jeunes qu'on a ici, qui sont capables de créer des entreprises innovantes et qui parfois manquent de soutien. Les organes bancaires ici ont peut-être du mal à prêter à ces jeunes startups, faute de garantie, mais c'est pas faute d'idées innovantes. Donc nous, à la Semaine du numérique, on n'est pas un incubateur, on est juste un accélérateur qui permet de vulgariser leurs projets. Ça les met en lumière et du coup, il y a peut-être des business angels qui sont intéressés de les coopter et de financer leurs projets. Certains ont bénéficié de ça et j'en suis plutôt ravi. En fait, à chaque fois, tous l'étaient, mais ce qui fait la petite différence, c'est leur capacité à s'adapter aux enjeux de l'événement, mais de ceux qui sont en train d'entreprendre. Parce que la plupart arrivent en disant « je suis DG de mon entreprise ». Je dis « non, tu n'es pas DG, tu n'es personne. Tu es juste un porteur d'idées, de projets que tu vas mettre en place. Tu as peut-être créé une structure qui s'appelle je sais pas quoi, mais voilà. Donc, il y en a qui arrivent à cerner, mais la plupart des projets étaient vraiment innovants. Moi, j'aime bien le African Heroes qui a créé ce jeu vidéo qui parle de la Guinée. Je me suis dit, ouais, c'est l'espoir. Et Kumfabo, c'est le smartphone made in Africa par Fadima. Ces projets-là m'ont vraiment marqué. Je ne fais pas de sélection pour dire mais il y en a beaucoup. Il y a Kuma. Kuma, c'est une application qui consiste à traduire en langue locale toute communication que vous avez sur un smartphone. Il n'a pas été lauréat, mais c'est un guerrier, c'est un battant et je l'admire, ce jeune homme, parce qu'il arrive à faire avec peu de choses, à mettre en place sa structure, à réaliser son rêve. Avec nos populations analphabètes, je pense que ça peut contribuer à fluidifier la communication. Parallèlement à l'ARPT, je fais fonctionner le cabinet. Donc, j'ai vu un appel à projet de l'OIM qui avait besoin d'un guide qui mettrait en lumière toutes les opportunités locales dont peuvent disposer les jeunes dans le cadre d'un projet qui s'appelle Omega. J'ai postulé, j'ai été retenu. Donc on a travaillé avec l'équipe du projet, qui a été d'ailleurs formidable. On m'a laissé toute la latitude de faire l'architecture du guide. Donc j'ai conçu le guide avec des étudiants, tout simplement, en faisant une première rencontre avec eux pour leur demander si vous avez besoin d'un guide aujourd'hui qui vous parle d'opportunités, comment vous l'aborderiez. C'est là qu'on m'a parlé déjà de blocs de métiers dont il est nécessaire d'évoquer. J'ai noté tout ce qu'on m'a dit. Ensuite, on m'a parlé d'études à l'étranger, de la compréhension de certains métiers d'ailleurs qui sont dévalorisés ici. Et donc, suite à ce premier travail, j'ai recruté aussi des étudiants avec qui je me suis appuyé sur leurs connaissances de terrain avec une feuille de route claire. Je suis parti du principe qu'on a plus besoin de formation professionnelle que de formation universitaire, littéraire ou autre. Donc, sur cette base-là, les étudiants sont partis dans les différentes régions, faire la collecte d'informations de tous les centres de formation qu'on peut retrouver. Et on retrouve ça dans ce guide-là, qui comprend 83 pages et qui est divisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est un focus sur les métiers par thématique. Donc, on a choisi des thématiques, les métiers porteurs, les métiers qui font rêver, les métiers qui sont utiles pour la Guinée, les métiers qui font gagner beaucoup d'argent, en essayant de démystifier certains métiers ou en essayant de valoriser certains. On estime que ce n'est pas le cas. Jardinier, par exemple, électricien, on en a besoin et ce sont des métiers qui peuvent beaucoup rapporter. Le deuxième volet, c'était de définir par thématique tous les métiers. Et le troisième volet, c'était de montrer en image des personnes qui ont réussi dans leur domaine, avec ou sans diplôme. Donc, on est parti de tout type de profil, DRH, notaire, banquier, chef d'entreprise, self-made man, restaurateur. Et le troisième volet, c'était comment voyager de façon régulière. Donc, comment faire mon passeport, les papiers à réunir, les entités à saisir. Ensuite, mettre en lumière toutes les bourses et toutes les procédures légales, en tout cas qui étaient à notre disposition à l'époque. J'ai essayé de condenser ça dans ce document et j'ai travaillé ensuite avec l'OIM pour valider à chaque étape le travail qui était produit pour aller en accord avec leurs idées.
En fait, j'ai fait la même chose. J'ai voulu être avocat parce que pour moi, c'était ce qui était important. D'autres voudront devenir médecin, d'autres, je sais pas, notaire ou architecte. Mais rarement on entend, je veux devenir enseignant, je veux être électricien, je veux être technicien de surface, ou jardinier ou cuisinier. Donc, moi, je me suis posé cette question. Pourquoi? De mon expérience, j'en ai conclu que c'est en fait juste le poids social qui veut qu'on considère qu'un enfant a réussi que lorsqu'il a un diplôme universitaire. Dans un pays comme le nôtre qui est riche en matières premières, c'est regrettable de trouver qu'on ne forme pas beaucoup d'ingénieurs chimistes, biologistes, ou je ne connais pas d'école à part Bouquet, où on peut former des jeunes qui vont travailler dans le domaine qui sont utiles pour notre pays. Donc c'est sur cette base-là que je me suis dit que non, on va accentuer notre travail sur des métiers qui peuvent être utiles. Mais en fait, ils sont admiratifs de dire « Ouais, quand même, il a fait ça, il est parti et tout. » Mais à la fin, ils disent « Moi aussi, j'ai envie de vivre la même expérience. J'ai envie d'aller voir, revenir et témoigner de ça. » Ce qui est tout à fait normal humainement de prétendre au meilleur pour soi-même. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que je suis allé dans un cadre légal. J'ai vu beaucoup de Guinéens de ma génération finir au McDo ou à faire d'autres boulots alors qu'ils sont docteurs. Pourquoi je suis docteur? Je resterai dans un pays pour faire un travail qui n'a aucun lien avec ce que j'ai fait. Et finir sans papier. Il faut se dire que ce sera toujours mieux chez nous. Je préfère avoir froid en Guinée que froid au Canada ou à Paris. Abonnez-vous.